de déstabilisation, d'attaque, etc. Donc l'économie, pour une fois, encore une fois, recule devant les facteurs politiques et militaires, bien sûr. Oui. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que on a l'impression que Benjamin Netanyahou a peur un petit peu de la carte, justement, une victoire, une défaite militaire, mais une victoire politique pour le Hamas? On dirait que c'est la hantise un petit peu du gouvernement israélien aujourd'hui. Oui, c'est peut-être ça, mais si vous regardez un peu les sondages, il y a quand même une grande partie de la population israélienne qui est avec lui. Les quelques... Apparemment, oui. Si vous la faites grande exclusion majorité, de même, Haaretz, et d'ailleurs il y a un écrivain au sein du Haaretz qui reçoit des menaces de mort depuis quelque temps, parce qu'il a cherché un certain... disons, d'apaiser un peu la situation, d'essayer de chercher une solution finale au conflit, etc. Il a reçu des menaces de mort. Haaretz fait cavalier seul parce que le reste de la presse israélienne sont un peu, je dirais, en majorité avec le mouvement de Benjamin Netanyahou. Alors, écoutez, quand on parle des détails, des eaux territoriales, par exemple, des 30 mètres, les pêcheurs veulent aller un peu plus loin dans la mer. Il faut voir un peu ce qu'on écrit de l'autre côté à la presse israélienne. Même ça, c'est inacceptable. Alors, comment voulez-vous essayer de combler les demandes qui sont beaucoup plus graves que celles-ci, beaucoup plus importantes pour les Palestiniens, pour les Palestiniens de l'enclave de Gaza? Moi, je ne sais pas. Moi, à moins vraiment d'un miracle côté égyptien, qui puisse essayer je parle surtout des services secrets, etc., des choses qui ne sont pas donc connues disons, médiatiquement. Je ne vois pas comment ça va se résoudre, pour le moment en tout cas. Oui, mais exiger la fin du blocus, par exemple, c'est vrai que c'est quelque chose de légitime, pas pour le Hamas, mais pour les 1 million et quelques personnes qui vivent à l'intérieur de Gaza et qui sont complètement asphyxiées. Comment est-ce que des pays arabes qui ont les moyens, je pense par exemple à un petit émirat qui investit un petit peu partout dans le monde, comment est-ce qu'il ne peut pas faire pression même économiquement sur certains pays pour que ces pays exigent d'Israël la levée du blocus? Exactement, ça rejoint ce que je disais au début. Il y a cette sorte de fragmentation au sein des pays arabes. Donc on est dans une phase vraiment la plus fragile dans notre histoire d'unité arabe pour prendre une décision globale. Mais reste toujours la question humanitaire, c'est indiscutable. Donc il n'y a pas même un appel, mais c'est quelque chose d'urgence qui s'impose fortement sur chaque pays arabe pour aider le peuple palestinien. On n'oublie pas quand même qu'il y a quand même certains acteurs qui jouent sur ce point et il attaque l'Égypte, il attaque d'autres pays en disant bah, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez vos frères dans Gaza en train de souffrir, etc. Donc c'est une sorte de carte de pression sur la politique égyptienne et d'autres pays, effectivement, pour faire une sorte de pression incompréhensible. Je ne sais pas pourquoi. Et il y a certains acteurs qui utilisent le douleur, la souffrance de nos frères à Gaza pour gagner certains points de côté politique. Mais ça, c'est vraiment inacceptable. La question humanitaire, c'est hors des questions, on ne discute pas. Il faut vraiment aller aider ces gens à Gaza. Ça, c'est indiscutable. De l'autre côté, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense que Netanyahou était satisfait d'avoir le Hamas comme voisin, parce que ça correspond tout de même à sa politique de longue haleine. Je n'ai pas de partenaire de paix. Ces gens-là me lancent des roquettes dans le pays. Comment voulez-vous me pousser à assister à une conférence de paix à laquelle on va résoudre le problème en sa totalité, puisque j'ai des terroristes à côté? C'est ce qui s'écrit un peu dans la presse israélienne. Tant que le Hamas est à côté à Gaza, ça fait l'affaire de l'autre côté de Benjamin Netanyahou. S'il avait Mahmoud Abbas à côté, qui donne un autre son de cloche, je pense que là, la pression sur Netanyahou aurait été tout à fait différente. Il serait contraint par la communauté internationale de faire la paix. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Mais je rajoute aussi, je me demande, je ne suis pas spécialiste, mais le timing de ce qui s'est passé il y a quelques mois, c'était justement au moment où l'Égypte a commencé de mettre les pieds sur terre. Donc on a commencé
un peu plus clair, certaines stabilités. Je me demande, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, je répète, mais Oui, pourquoi ce timing, cette question, cette guerre fabriquée, je disais fabriquée, on pourrait facilement éviter ce qui s'est passé récemment entre Hamas et son voisin. Mais je me pose la question, pourquoi maintenant et maintenant c'est passé de l'autre côté de l'Est de l'Égypte. Donc j'ai dit toujours, il faut toujours ouvrir les yeux. Parce que ce qui se passe à l'Est de l'Égypte, c'est quelque chose aussi, peut-être il a un autre but, autre idée, peut-être déterrer l'Égypte vers une question, vers un conflit, quelque chose qui l'Égypte n'est pas du tout prêt actuellement de rentrer dans le... Et il y a un lien que vous avez fait justement entre... Non, moi j'avais dit quelque chose d'autre, j'avais dit je lève le chapeau au docteur qui parlait de timing, parce que en politique est essentiel et les gens passent à côté. Je parle, bon, je saute du coq à l'âne si je parlais aussi du timing de la publication du rapport de Human Rights Watch sur justement le démantèlement du sit-in de Rabat, qui était juste 2 jours avant l'anniversaire. Je dis que ça n'a pas été fait comme ça. Ça a été fait parce qu'il y avait quelque chose derrière. Donc le timing, un peu comme dit le docteur, c'est toujours quelque chose il y a un message qui est derrière. Ça ne se fait pas comme ça, en vain, pas du tout. Oui. Mais le rôle de l'Égypte, justement, c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure, docteur Adel, que l'Égypte est beaucoup critiquée, mais en même temps, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'initiatives de la part des autres pays. C'est-à-dire que l'Égypte est quand même le seul pays impliqué, comme j'ai dit tout à l'heure, qui font la navette entre Palestiniens et Israéliens, qui essayent de trouver des solutions. On n'a pas l'impression qu'il y ait 50 propositions de trêve ou d'autres pays qui critiquent sans rien faire, finalement. Et c'est un partenaire incontournable, l'Égypte, parce que même les Américains qui se sont mis à... je parle surtout de Washington Post, de New York Times, il y avait des articles qui étaient tout à fait au détriment de l'Égypte. Eh bien, en fin de compte, Kerry est venu ici, et c'est l'Égypte qui gère un peu ces pourparlers. Et l'Égypte, maintenant, ces derniers jours, semble être vraiment un partenaire incontournable de cette affaire. Reste à savoir, le résultat sera... Bon, ça dépend bien sûr pas de l'Égypte, ça dépend surtout des interlocuteurs. En fait, justement, les faits que je ne vais pas en Égypte, en fait, je suis tout le temps à Paris. Ce que je raconte aujourd'hui, je l'attends tout le jour chez les voisins d'origine arabe. Donc il y a quand même certaines tendances de cette attaque injustifiable vis-à-vis de l'Égypte. Les gens, ils ont des mémoires très courtes, en fait. Ils oublient qu'est-ce qu'elle a fait l'Égypte. Donc, pendant des années, il a perdu combien de jeunes, des Égyptiens pendant des guerres et des guerres. Les gens ils focalisent juste sur des questions rapides, mais pourquoi vous faites ça, pourquoi vous fermez, pourquoi le blocus, etc. Donc, j'ai transmis quand même ce que j'attends dans la rue en France, à Paris, de la part de certaines communautés arabes. Donc ça me fait mal au cœur. Donc il faut y réagir en fait, parce qu'il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec l'histoire d'Égypte, ce qu'elle a fait l'Égypte pour la question d'Israël. De Palestine, pardon. Alors, aujourd'hui, justement, le sujet qu'on va aborder juste après, ça s'appelle le temps des grands travaux en Égypte aujourd'hui. Est-ce que, pour que l'Égypte s'en sorte bien, en entamant ses grands travaux, et qu'on soit un pays prospère auquel, bien sûr, on rêve tous les Égyptiens, est-ce que c'est primordial, finalement, que les pays qui sont sur nos frontières reviennent un petit peu au calme? Je pense à la Libye, bien sûr, et je pense de l'autre côté, Gaza, et pourquoi pas le Soudan même. Oui, je pense que vous avez raison, parce qu'une partie des ressources égyptiennes seront focalisées justement au côté militaire. On a quoi, 1200 km, je pense qu'on a de frontières communes avec la Libye. On a aussi des problèmes avec le Soudan, vous avez raison. Tout ceci, le résultat de tout ceci sera que les forces armées égyptiennes vont demander un peu plus en ce qui concerne le budget militaire. Et tout cela sera au détriment justement de tous les projets dont vous parlez pour éventuellement changer le pays
Ben, le projet phare, en fait, c'est une question essentielle dans l'histoire d'Égypte. On se souvient de barrages d'Assouan, on se souvient des grands projets. Donc ça, c'est quelque chose, il faut le commencer maintenant, même si l'histoire des grands projets, le projet phare, c'est pas de nouveauté dans l'histoire économique de l'Égypte. Mais concernant ce qui entoure l'Égypte, en fait, soit à l'est, à l'ouest, etc., j'ai dit, il faut qu'on aille. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas gaspiller notre énergie à droite et à gauche. Nous avons un projet bien précis, nous avons un but, il faut sortir. Parce que l'Égypte doit se mettre. Il faut prendre une décision. C'est vrai, il y a des ennuis aux frontières libyennes, dans le sud, à l'est, etc. Mais si on regarde, on gaspille notre énergie, nos pensées, de se couper de ce qu'il y a autour de nous, on sera perdant à la fin. Donc, on se coupe de nos projets, de notre Égypte, de grande Égypte, parce que l'Égypte, tout le monde arabe, tous ces pays déstabilisés autour de nous, en fin de compte, ils ont besoin d'une Égypte forte. En fait. C'est ça la question. Ouais. Allez, on va justement parler de ce sujet, donc des grands travaux. Hein. On sait qu'après la révolution du 25 janvier 2011 et après 3 années de crise politico-économique, l'Égypte était quasiment à genoux sur toute son économie, mais le nouveau pouvoir semble aujourd'hui prendre une autre voie, une voie qu'on espère bien sûr qui va amener à la vraie renaissance de l'Égypte avec ce temps des grands travaux. On va tout de suite regarder le sujet de Elham Hussein. En Égypte, avec beaucoup d'ingéniosité, avance par petites touches pour corriger la situation en tout point catastrophique de l'Égypte. Ainsi, le président Al-Sisi a lancé le fonds Tahya Misr et il a enjoint aux principaux hommes d'affaires du pays de verser une contribution immédiate à ce fonds destiné à épauler le budget du pays en mauvaise position. Personne ne s'est dérobé, évidemment, et les contributions pleuvent par milliards de livres. Il a capitalisé toute la sympathie bien intéressée des Saoudiens pour ramasser un joli pactole de pétrodollars avoisinant les 20 milliards de dollars et il continue de développer les relations avec Riyad et à Abu Dhabi. En but à la réticence déboussolée d'une diplomatie américaine ne sachant où se mettre après la catastrophe de Mohamed Morsi, Al-Sisi, avant même d'être investi président, prend son avion et atterrit à Moscou où Poutine l'accueille à bras ouverts en évoquant les relations séculaires de l'URSS, en rappel au geste de Nasser, s'en allant cueillir les armes tchèques quand l'Amérique lui a tourné le dos en 1954. Sur le plan économique, il est allé déterrer des études d'un projet vieux de plus de 20 ans, l'élargissement et le doublement du canal de Suez. Dans la droite ligne d'une pensée keynésienne, bien ancrée et en se rappelant du New Deal du président Roosevelt, après le crash de 1929 aux États-Unis, les grands travaux pharaoniques annoncés dans le projet du canal jouent sur plusieurs cordes. Ils entretiennent l'image de marque du président rénovateur et bâtisseur